il faut avoir conscience que juger se fait toujours en fonction de lois, notamment de lois juridiques, mais également de lois morales, qui n'ont pas une valeur universelle et qui s'appliquent ici et pas nécessairement là. Le sujet invite donc à se poser la question de savoir ce que l'on juge quand on juge et qui l'on juge quand on juge. Et c'est de là que vient le droit en réalité. Que juge-t-on et qui juge-t-on ? Cette vidéo est en partenariat avec Audencia. Rebonjour Frédéric. Bonjour Pichi. Bon, on s'est déjà vu tout à l'heure pour la première vidéo sur juger. Cette fois-ci, on va approfondir une des sous-parties qu'on avait un peu développées tout à l'heure dans la première vidéo, c'est-à-dire avons-nous le droit de juger ? Est-ce que c'est un sujet qui t'inspire déjà ? Eh bien, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup et qui a pas mal de vertus, je trouve. Alors, la première, c'est que spontanément, et tu l'as dit, le sujet met en présence le thème, juger, mais également la notion de droit. Ce qui spontanément nous pousserait à aller du côté judiciaire de la loi que l'on a évoqué dans notre précédent entretien, alors même qu'on l'a dit, juger va toucher évidemment à la loi, va toucher évidemment au droit, mais il va être également question de logique, de raison, voire de folie. Il va être question de morale, de droit, il va être également question de sentiment et puis également d'esthétique, puisque on ne l'avait pas dit, mais juger, c'est également manifester un goût pour quelque chose, et le goût, ça relève quand même et de l'esthétique et du jugement subjectif, encore que certains goûts soient au rythme des canons de beauté de chaque période liée à des règles, à des normes. Bref. Donc, le sujet est intéressant en soi parce que, comme tout sujet, il doit, contre l'a priori que l'on a de la voie vers laquelle il voudrait nous mener, nous pousse à envisager les choses de façon plus large. Puis, la deuxième chose, c'est que le sujet se présente véritablement sous une forme dialectique, ce que l'on aime particulièrement, c'est clair. évidemment en dissertation, un phénomène dialectique qui se trouve coloré, qui plus est, du phénomène d'écho perceptible entre juger et puis la notion de droit. Donc oui, le sujet évidemment me plaît. Bah, super, c'est vrai qu'on anticipe déjà des liens avec le côté juridique. On avait pensé avons-nous le droit de juger ou juger moralement. En tout cas, ces thèmes-là nous font écho à cet aspect juridique et l'ambiguïté justement de ces termes vont nous permettre, comme on va le voir juste après, de voir d'autres aspects qui vont nous ouvrir au thème. Est-ce que tu as déjà des premières idées que tu voudrais énoncer sur ce sujet ? Ce qu'il faut regarder, si on fait, alors pas un pas à pas d'analyse du sujet complet, mais évidemment, quand on se trouve face à ce type de sujet en forme de question, une question ouverte donc, puisque spontanément on peut dire oui, on a le droit de juger, mais comme on l'avait dit notamment avec Matthieu dans la Bible, non, on n'a pas le droit de juger, parce que si on est jugé, on va être jugé. Donc il faut faire attention à cela. Donc, question ouverte. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que le mot droit, tu le suggérais, est un mot qui a plusieurs sens possibles, sur lequel il faut revenir, puisque après avoir regardé le fait qu'il s'agisse d'une question ouverte, il faut s'intéresser aux mots du sujet. Alors, le droit, si on essaye de le définir rapidement, le droit, c'est une possibilité que la loi nous garantit. Ou en tout cas, c'est une possibilité qui s'impose impérieusement à notre conscience, comme les droits de l'homme. Donc, possibilité ou quelque chose qui s'impose à notre conscience. Ce qui signifie que le droit va délimiter, en quelque sorte, et garantir ce qu'un individu peut faire. Bon, donc jusque-là, rien de très étonnant ni de très difficile. Alors évidemment, aucun droit n'est parfait, mais on peut dire que mieux vaut avoir des droits, même imparfaits, octroyés dans une cité
civil plutôt que de s'en remettre à un état naturel où on sait très bien que le seul droit qui existe, c'est le droit du plus fort, comme La Fontaine l'exprime très très bien à la fin des Animaux malades de la peste, dans le livre 7, qui insiste sur le fait que les jugements de cour vous rendent blanc ou noir. Donc, il faut être très très vigilant à ce type de choses. Le droit, c'est quelque chose qui est donné par un État, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il a l'avantage d'exister plutôt que la loi du plus fort. Alors, qui dit droit dit évidemment devoir, même si les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Je prends un exemple. Quand un enfant naît, il n'a aucun devoir. En revanche, il a déjà des droits. Donc, le droit, il s'impose avant le devoir. Mais, au fur et à mesure que l'on grandit, on apprend qu'un droit entraîne nécessairement des devoirs. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que, comme l'écrit Kant, le droit, c'est une forme de... c'est la limitation. C'est la limitation de la liberté de chacun à la condition de son accord avec la liberté de tous. Donc, une tension immédiatement apparaît. Parce que si d'abord le droit renvoie à un ensemble de règles instituées pour la liberté de tous. Juger, pour autant, et nous l'avons dit, peut être le fruit d'une élaboration subjective. Et cette tension, donc, légitime la question du sujet et son intérêt. Le droit de juger, quand on y réfléchit, si nous l'avons, et pourquoi pas, est-il légitime ? Ce droit de juger est-il universel ? Ou bien alors est-il arbitraire ? Et de ce fait, n'y a-t-il pas des conséquences à ce droit que nous avons de juger qui peuvent être dangereuses ? Parce que juger peut relever du droit, mais par conséquent relève également d'un devoir. Et parfois, on a tendance à oublier le devoir au nom de son seul droit, alors même que juger peut avoir des répercussions assez catastrophiques. Donc, bien juger relève d'une expression parfois intrusive de notre liberté propre de juger autrui dans la sphère d'autrui. C'est une intrusion parfois violente dans la sphère d'autrui qui n'est évidemment pas sans conséquence. Donc, le sujet est évidemment extrêmement intéressant parce qu'on se rend bien compte d'emblée que non seulement il renvoie à quelque chose de cernable sur le droit et le côté juridique des choses, voire politique, mais également au côté subjectif, personnel, qui renvoie également à une conscience de soi, une conscience d'autrui, une prise en compte d'autrui. Donc c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Ce qui est intéressant surtout, et quelque chose que j'adore dans ce que tu viens de faire dans l'analyse de sujet, c'est que tu es parti de la spécificité du sujet, donc c'est-à-dire le terme droit et sa polysémie, et tu as introduit des couples de notions droit, devoir, on pourrait imaginer naturel ou sociétal, besoin, désir, et ça montre exactement pourquoi c'est ce sujet-là et pas un autre qui a été posé. Et ça, je pense que ça pourrait être déjà un conseil qu'on pourrait donner en parallèle de l'analyse de sujet, c'est spécifiquement si un concepteur choisit un sujet avec un terme précis, notamment ici droit, c'est qu'il y a vraiment à creuser sur ce terme-là et se demander peut-être pourquoi c'est ce terme droit qui a été choisi plutôt que avons-nous besoin de juger, par exemple. Oui, mais ce que tu dis là, en fait, et qui est particulièrement important en dissertation, l'est en fait tout autant, je trouve, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai tendance à répéter sans cesse, comme une espèce de mantra, que la dissertation et la vie sont extrêmement liées. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup trop souvent, on n'écoute pas les gens. Et il y a un adage qui dit qu'on a une seule bouche mais deux oreilles. Et que souvent les gens n'écoutent que d'une oreille. Et ils répondent avec la bouche. Seulement, il faut écouter autre chose derrière. Et c'est-à-dire la spécificité de ce que la personne a à dire, indépendamment de ce que nous, d'une oreille, on a envie d'entendre.
Et donc, le sujet qui sera proposé toujours en DS pendant l'année, et puis le jour du concours, les sujets doivent être pris pour eux-mêmes, pour ce qu'ils ont à dire pour eux-mêmes. Il faut vraiment les écouter des deux oreilles, et pas seulement de l'oreille qui dit « Ah, voilà qui est rassurant, c'est un sujet que j'ai quasiment traité, donc je vais faire exactement comme ce que j'ai fait pendant l'année. » Mais alors ça, c'est la catastrophe assurée. Donc, ne pas faire cela et écouter vraiment les sujets. Et le sujet a à dire des choses vraiment, vraiment intéressantes, que je peux développer d'ailleurs un peu rapidement si tu le souhaites. Avec plaisir. Parce qu'on parle d'esprit dialectique. Alors, je rappelle, l'esprit dialectique, ça n'est surtout pas thèse, antithèse, synthèse. Ben alors, je le dis, je le répète, parce que j'ai encore, même parmi mes propres étudiants, surtout en première année, ce type de travers. Donc, on reprend thèse, antithèse, foutaise, parce que la troisième partie ne permet en rien d'apporter un éclairage sur ce qui a été dit auparavant, qui consiste juste à refermer le sujet sur lui-même, à le plier, une thèse, hop, on replie l'antithèse, et puis après, c'est feuille blanche, quoi. Donc, c'est nul et non avenu. Non, il s'agit véritablement d'avancer. Alors, si on regarde le sujet tel qu'il se présente, bon, assurément, juger apparaît comme un droit. Un droit nécessaire même à toute vie sociale et même à toute vie en droit. D'abord, ce droit, il est institutionnalisé. Et pour citer Montesquieu, le juge, c'est la bouche de la loi. Donc, il y a une institutionnalisation du droit qui dit la justice, qui dit ce qui est juste ou injuste de faire. Et cette loi que nul n'est censé ignorer, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on apprend à lire. On apprend à lire pour connaître la loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Cette loi permet de condamner, comme un impératif moral universel, dirait Kant, des actions contraires à la morale et même contraires à l'éthique. Ce qui, évidemment, me donne à moi, citoyen, dans ce monde, une responsabilité particulière. Une responsabilité dans la cité, dans les décisions qui sont prises dans la cité, puis même dans la critique que je peux formuler moi-même vis-à-vis des lois qui me sont proposées. Parce que rien ne m'oblige à non pas respecter la loi, car je dois respecter la loi, mais rien ne m'oblige à critiquer la loi, à avoir un jugement sur cette loi, qui théoriquement est ce qui me permet de juger, mais qui me permettra peut-être de faire évoluer ce jugement. Donc, il faut être extrêmement attentif, parce que tout jugement, en fait, apporte des décisions, et il faut avoir du jugement une critique attentive et vigilante dont je suis responsable de la formulation. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble absolument capital. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que repose toute forme de démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer la loi, on a le devoir de s'y soumettre, mais on a le droit de la critiquer. Donc, a priori, effectivement, la loi, enfin juger, en tout cas, apparaît comme un droit nécessaire à toute vie sociale et amène à une forme de jugement, mais sous le coup du droit. Donc, on a le droit de juger. Et pourtant, ce droit, parce que précisément en tant que citoyen, en tant qu'individualité, précisément ce droit n'est pas sans possibilité d'arbitraire, voire d'abus, qui peut me mener à une forme d'injustice ou d'incompréhension de ce que serait jugé. En fait, on ne juge jamais en absolu, selon des lois qui seraient universelles. On est toujours amené à juger selon que l'on est, avec Pascal dans les pensées, d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Donc, il faut avoir conscience que juger se fait toujours en fonction de lois, notamment de lois juridiques, mais également de lois morales, qui n'ont pas une valeur universelle et qui s'appliquent ici et pas nécessairement là. Bon. Et cet aspect arbitraire, nécessairement arbitraire d'ailleurs, peut amener à condamner parfois
sans connaître tout à fait les données exactes de ce que l'on est en train de juger sur tel ou tel acte. Et on voit sur les réseaux, mais bien avant aussi, comment on peut s'instituer soi-même tout seul en une espèce de tribunal, en lieu et place d'un véritable tribunal, pour juger de façon un peu aveugle. Et c'est exactement ce que fait Oedipe, par exemple. Il juge de façon aveugle certaines données parce qu'il est, avant de s'aveugler lui-même, et paradoxalement de devenir plus clairvoyant, il est aveugle sur la situation. Et il juge, parfois avec violence, jusqu'à menacer de mort, quand même, un pauvre homme qui ne dit que la vérité, ce vieillard. On est amené, sous cet aspect arbitraire, à prononcer, en ce propre nom et en s'érigeant en tribunal d'autorité, des leçons à autrui qui ne sont peut-être pas justifiées. Et donc en privilégiant cette simplicité du jugement autonome sur la complexité des données à envisager pour pouvoir juger correctement, on privilégie souvent ses valeurs, on privilégie ses goûts, ses frustrations, et parfois même des choses inconscientes qui ressortent, l'expression d'une colère intérieure, comme dans le film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, qui peuvent amener à des catastrophes, véritablement des catastrophes, y compris dans le domaine judiciaire. Donc, tout devient dès lors une question de responsabilité. Quand on repense au sujet, avons-nous le droit de juger? Tout est une question de responsabilité, de jugement prudentiel, pour reprendre l'expression de Ricoeur, qui invite à distinguer les actes observables et la personne qui a commis les actes. Le sujet invite donc à se poser la question de savoir ce que l'on juge quand on juge et qui l'on juge quand on juge. Et c'est de là que vient le droit, en réalité. Que juge-t-on et qui juge-t-on lorsque l'on juge? Juger l'autre implique de tenter de le comprendre, et ce faisant, pour le comprendre, il faut d'abord que je me comprenne. Pour connaître l'autre, il faut aussi que je me connaisse. Et donc, juger va participer d'une élaboration, d'une construction en soi, de soi, qui est dès lors un devoir. Connais-toi toi-même, hein, c'est un devoir absolu, un devoir absolument humain, de construire et de se construire en jugeant un monde de droit et un monde de fait plus juste. Donc le sujet qui partait d'une donnée très judiciaire amène finalement à l'idée que juger, c'est également apprendre à se connaître, apprendre à penser et à penser autrui, à se penser soi-même. Et voilà ce type de sujet très intéressant qui permet de glisser d'un domaine vers un autre, de ne pas rester monolithique sur un domaine, mais au contraire de proposer autre chose. C'est ce qu'on voit surtout dans la façon dont tu as répondu au sujet avec beaucoup d'intérêt, du coup. Ce côté déjà où tu as retranscrit le nous, parce qu'on voit que tu n'es pas allé sur le droit de juger. On est bien sur le nous qui garde toute la complexité à la fois du collectif et de l'individuel. On voit aussi que la notion de avons-nous le droit de juger, au fond, on retrouve cette dimension un peu personnelle qu'on peut avoir, avons-nous le droit de juger. On imagine très bien aussi une situation où on se demande si on a la légitimité de juger, étant donné qu'on n'a pas peut-être le recul sur tout et c'est peut-être la clairvoyance par rapport à ce qui se produit en face. Et là, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus social et sociétal, comme tu l'as évoqué par la suite. Et finalement, avons-nous le droit de juger? Ça fait écho, en fait, au monde dans lequel on vit, encore une fois. Et c'est une vraie question qu'on pourrait se poser au quotidien. On le voit très souvent, même dans l'actualité, où on se demande si on a le droit de juger quelque chose dont on n'a pas tout le recul nécessaire pour pouvoir juger. Et c'est assez intéressant. Et je rebondis sur ce que tu disais, si tu me permets, si on a encore un tout petit peu de temps. Bien sûr. Il y a le sujet qui peut sembler un peu hors sol. On peut l'appliquer à aujourd'hui. Bien sûr. Alors, je ne vais pas le faire là parce que il y a danger et puis on
les étudiants auront le temps de mûrir leurs réflexions avant de s'attaquer à leur quotidien. C'est extrêmement important. Mais je pense qu'il faut avoir mûri déjà le sujet. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement important que l'on peut faire quand on a ce type de sujet pour éviter de réfléchir en abstraction totale et d'une certaine manière peut-être de réfléchir à vide en soufflant au désert, pour reprendre la très belle expression du poète Edmond Jabès. C'est de prendre le sujet et essayer de lui apporter un biais, de l'appliquer à un domaine spécifique. Et si je repense par exemple à Carmen, tout le monde connaît l'opéra de Bizet, pas en intégralité, mais enfin, tout le monde connaît au moins la chanson qui dit que, enfin l'air qui dit que l'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi. Bon. Si on applique cela à notre sujet, on pourrait très bien se poser la question de savoir si on a le droit de juger ceux qui s'aiment. Là, ça s'applique à une situation précise, une situation d'autant plus intéressante que la littérature offre une quantité d'exemples d'histoires d'amour, et d'histoires de morale, et d'histoires de condamnation, et des histoires de jugement. Donc, si on applique cela à la question de l'amour, sachant que aimer, dit Carmen, n'a jamais connu de loi, mais que juger s'appuie nécessairement sur des lois par lesquelles on peut juger. Évidemment, il y a toute légitimité à se poser la question de savoir si on a le droit de juger ceux qui s'aiment. Alors, la question se pose parce que aimer, c'est un sentiment qui est éprouvé dans son intimité. C'est quelque chose qui peut sembler complètement inconditionnel, immédiat, avec une force irrépressible parfois. Or, force est de constater que hier comme aujourd'hui, certaines amours sont bel et bien interdites, illégitimes, jugées pathologiques, voire déviantes, voire carrément tabous. Cela existe, en réalité. On ne peut pas dire qu'il ne s'agisse pas d'amour, ou en tout cas on hésiterait à dire qu'il s'agit de l'amour, et pourtant cela peut en être, et malgré tout dans une société, dans telle ou telle société, cela peut passer pour parfaitement illégitime, voire tabou. C'est d'ailleurs ce que pose Diderot dans Supplément au voyage de Bougainville, où il y a de l'inceste qui est donné, et les Tahitiens parlent d'amour. Le père, par amour pour sa fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant, va lui faire un enfant, et forcément, les Européens qui arrivent sont totalement choqués par cela. Bon, il y a là une frontière assez intéressante, mais qui pousse au jugement, évidemment. Alors, il y a également des amours qui heurtent, que l'on a du mal à comprendre, qui ont interrogé parfois même la société dans un jugement à la fois personnel et collectif, qui ont pu être judiciarisés, qui ont créé des malaises dans la société, comme par exemple, je ne sais pas si ça te parlera, mais à la fin des années 60, années 69 je crois, l'affaire Gabrielle Russier, cette professeure qui a entretenu une relation avec un de ses élèves qui était en seconde, qui avait 15 ans, et qui a entraîné d'ailleurs, après jugement, elle a été condamnée, le suicide de Gabrielle Russier. Donc, parce qu'il y a eu judiciarisation de la relation, il semble évidemment légitime de se poser la question de savoir si on peut juger ceux qui s'aiment, ou en tout cas certaines formes d'amour. Et la loi a apporté des réponses. Aimer, parce que c'est transgresser certaines lois, peut être amené à des jugements qui reviennent sur cette transgression, en interdisant tout simplement la transgression. Parce que vous avez parfois des relations de personnes entre personnes dont l'une est faible ou sous emprise. Donc il y a un phénomène de jugement qui doit être donné, que la société offre d'ailleurs,
et une partie du mouvement MeToo s'est intéressée justement à cette question de l'emprise, où il s'agissait bien a priori d'amour, et c'est le jugement a posteriori qui permet de montrer que il y avait plus un phénomène d'emprise qu'un phénomène d'amour. Donc de ce point de vue-là, il y a bien un droit et quasiment un devoir de juger, parce que ça permet d'éclairer la réalité de ce que l'on prenait pour de l'amour, mais qui n'en était pas. C'est la raison pour laquelle la société a tendance à établir des lois morales qui permettent de vivre ensemble de façon un peu apaisée et dans le consentement des relations amoureuses, même si tout dépend du lieu et de l'époque. Par exemple, aujourd'hui, Emma Bovary serait-elle condamnée pour apologie de l'adultère? Et même Emma Bovary serait-elle condamnée moralement parce qu'elle a été adultère? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis absolument pas certain. Donc, il y a un jugement moral, mais qui fait qu'il y a aussi des évolutions et que ce jugement moral peut évoluer. Or, précisément, c'est parce que la société évolue, souvent d'ailleurs plus vite que la loi, que juger certaines amours, juger ceux qui s'aiment, qui se ressemblent, enfin, toujours un peu, comme le dit William Scheller dans sa chanson Un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Bon. Il n'y a peut-être pas de modèle, ce qui complique l'affaire. Pour juger s'il n'y a pas de modèle, comment est-ce qu'on fait pour juger alors qu'il n'y a pas nécessairement de modèle? Mais juger, si on applique à ce qui n'a pas de modèle en amour, un modèle de jugement, c'est peut-être refuser de différencier soi d'autrui, et c'est aussi peut-être refuser de donner à l'autre la liberté d'être qui il est, au nom d'une rationalité qui n'a pas nécessairement sa place en amour. Donc la littérature, le cinéma, tout cela, je le disais tout à l'heure, offre un nombre considérable d'exemples d'amour jugé impossible ou condamnable, menacé sans cesse par l'ordre établi, et qui pourtant, en fait, ont donné lieu à parfois les plus belles histoires d'amour, en tout cas des exemples les plus belles ou les plus terribles, de Phèdre qui tombe amoureuse de son beau-fils, à la princesse de Clèves qui tombe amoureuse mais qui doit le refuser pour des conventions, mais ce refus même est une condition de ce qui s'éprouve, de m'aider à la confusion des sentiments de Stefan Zweig, ou alors à Jules et Jim, par exemple, cette relation triangulaire, un peu étonnante, qui a donné lieu à beaucoup de commentaires, ou encore, là aussi, beaucoup de commentaires de Lolita jusqu'au secret de Brokeback Mountain. Donc, on a toutes sortes d'histoires qui défient la morale, qui défient l'ordre, et qui pourtant, et que l'on est amené à juger, et qui pourtant disent des choses également de l'amour et de ceux qui s'aiment. Ainsi, ceux qui s'aiment sont ceux qui sont mus par une forme d'authenticité qui fait leur humanité véritablement, et les juger consistera non pas à les condamner, où là il faut dissocier juger et condamner, mais juger consistera sans doute à accueillir l'autre en tant qu'autre, dans sa spécificité d'autre, dans une éthique de la bienveillance, en considérant que l'autre a en lui cette part de liberté qui m'invite moi-même à me juger et à me libérer parfois en me pensant et en me jugeant donc de qui je suis, des lois qui me régissent, et peut-être apprendre à m'aimer moi-même. Ouais, hyper intéressant. Du coup, on a presque fait 2 sujets en un finalement, parce qu'on s'est ouvert à ce sujet-là qui était hyper intéressant aussi. Ce qui en découle en tout cas, c'est que l'on prenne juger sous une forme de modèle un peu moral ou juridique, ou qu'on prenne juger
tout le rapport à autrui et un peu au jugement de l'autre. Ce qui en découle, c'est qu'il y a aussi un rapport à soi et qu'on passe perpétuellement d'un jugement à un autre, ce qui nous montre aussi qu'on est dans une société où il y a du jugement perpétuellement. Et ça sera toujours très intéressant sur ce thème pour bien comprendre aussi les aspects du thème. En tout cas, pour conclure, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup déjà d'un point de vue méthodologie parce que ça permet aussi de remontrer les analyses de sujets, comment on décortique un sujet dans sa spécificité et aussi pour les axes de direction que tu as pu prendre pour ce plan dialectique et pour ce sujet qui était à mon sens très intéressant.